Bonjour à tous, merci d'être restés jusque-là. Donc je me présente, je suis Pierre Jova, je suis journaliste au magazine Pèlerin et je suis chrétien, catholique. Et je me plais à dire que je suis un compagnon de route des Altercato, parce que c'est une association que j'aime beaucoup, que je soutiens, j'ai beaucoup d'amis. Et je les remercie encore de permettre ce genre de journée, ce genre de débat, parce qu'il y a peu d'endroits finalement où on peut opposer des points de vue différents et même se poser pour réfléchir sur ces sujets. Donc merci, merci les gars pour ça. On m'a demandé de vous présenter un travail que j'ai fait l'année qui s'est écoulée. En fait, là, je viens de terminer un livre sur notre sujet, c'est-à-dire comment les chrétiens en France vivent la crise des migrants. Alors, je sais que le mot est connoté, parce que certains disent que c'est une crise de l'accueil. Néanmoins, il y a un sujet, voilà. Il y a des migrants qui viennent en France, il y a des gens qui se posent des questions, comment les accueillir. Et moi, il m'a semblé intéressant d'aller sur un terrain que je connaissais, c'est-à-dire les chrétiens de France, catholiques, protestants, orthodoxes, et voir comment ils réagissaient à cela. Ceux qui aidaient en se posant des questions, ceux qui étaient sceptiques, ceux qui étaient carrément hostiles. Cet intérêt, il ne vient pas de nulle part. Pour vous expliquer ma démarche, il faut que je commence par le début. Moi, mon grand-père était yougoslave. Il était réfugié politique. Dans les années 50, il est venu en France, il fuyait le régime politique de Tito. Il s'est marié avec une Française, il s'est intégré. Mais c'était toujours présent, même si je suis un pur produit de l'assimilation, je ne parle pas serbe. C'était toujours présent à l'esprit dans notre famille qu'on on avait cette filiation-là et on avait ce passé-là. Néanmoins, pour le jeune adolescent et le jeune adulte que j'étais, l'immigration, les migrants, c'était quelque chose de très abstrait. C'était des cartes, c'était des flèches, c'était des chiffres, c'était des photos, telles que vous pouvez le voir sans doute de votre point de vue. Quand vous voyez les médias, la télévision, les cartes, c'est très abstrait, on a du mal à se faire une opinion, et pour moi, ça a été ma réalité jusqu'en 2015. En 2015, il y a eu la crise des migrants, en tout cas le début de la crise des migrants, comme les médias et les politiques la datent. En fait, à l'été 2015, il y a eu un afflux massif de réfugiés du Moyen-Orient, qui étaient soit en Turquie déjà, soit au Liban, en Syrie, et tout d'un coup, ils se sont mis en branle, et ils ont déferlé, ils ont traversé la mer Égée, ils sont arrivés en Grèce, ils ont traversé les Balkans, Macédoine, Serbie, ils sont entrés en Union Européenne en Hongrie, et là, ils se sont répandus dans l'Europe, et surtout l'Europe du Nord. Moi, comme j'avais des cousins, j'étais au chômage à l'époque, j'étais journaliste au chômage, j'avais des cousins en Serbie encore. Et je m'étais dit, bah voilà une bonne occasion de me faire un peu d'argent, je vais aller là-bas, j'ai des contacts, et je vais vendre un reportage sur cette crise des réfugiés, alors que je ne connaissais rien au sujet. Banco, j'ai trouvé un producteur, un journal qui a accepté de me financer et d'acheter mon reportage. Je suis parti donc en Serbie, et j'ai passé un mois là-bas. J'ai suivi en fait les migrants jusqu'à la frontière hongroise, puis jusqu'à Budapest ensuite. Et là, ça a été un vrai choc pour moi, parce que, comme je vous disais, les migrants, j'avais une idée très abstraite. Pour moi, c'était des masses, c'était des chiffres, c'était des foules sans visage. Et là, j'ai vraiment rencontré des personnes. J'ai rencontré des gens avec des noms, avec des histoires, ils venaient d'un point sur la carte. Je viens d'Alep, je viens d'Afghanistan, je viens de ceci, cela. Et c'était très concret, c'était des gens devant moi qui me témoignaient de ce qu'ils vivaient. Et en plus, c'était dans des conditions épouvantables parce que l'été 2015, en Serbie, en Hongrie, c'était de 2000 à 5000 personnes qui arrivaient par jour. C'était des trafiquants, c'était des enfants qui étaient perdus dans la foule, c'était des affrontements entre migrants pour avoir de la nourriture, etc. C'était des conditions apocalyptiques. Mais néanmoins, ça a été pour moi une conversion, en fait, parce que à partir de ce moment-là, les migrants,
J'emploie ce mot à dessein parce que ça englobe tout le monde. Je sais que certains disent que c'est trop déshumanisant, que ça fait penser aux oiseaux migrateurs. Moi, je l'utilise par commodité d'usage. Mais je fais bien la différence entre les différents statuts et dans mes recherches, je distingue à chaque fois quel est le statut administratif des personnes. Et toutes ces personnes en migration, elles me sont apparues comme des êtres de chair, des personnes que je pouvais voir en face, et qui me témoignaient de leur souffrance. Et je marchais avec eux. À partir de là, donc j'ai fait ce reportage pendant un mois, je suis revenu à Paris, c'était un peu décapant, et ça ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que je suis pas revenu en me disant oui, il faut tous les accueillir, absolument. Mais leur humanité m'a mordu et m'a laissé une trace dans la main. Vous savez, quand on mord, les enfants ils mordent les doigts, il reste toujours les traces des doigts, les traces des dents sur les doigts. Voilà, c'était pareil. Leur humanité m'avait saisi et je ne pouvais pas l'oublier. Et en arrivant à Paris, le discours politico-médiatique qu'on entend encore aujourd'hui s'est mis en branle et on réduisait ces personnes à des concepts. C'est-à-dire, c'est formidable, ils sont géniaux. Jacques Attali qui disait ce sont tous des ingénieurs francophones qui vont nous enrichir. Ou alors d'autres personnes qui disaient non, non, ce sont des terroristes, ils vont tout saccager. On réduisait ces personnes à des concepts et moi je trouvais ça très gênant. Parce que ça ne correspondait pas à la réalité que j'avais vécue. Où en fait c'est un océan de complexité, de nuances, et ça dépend beaucoup des personnes. Ce sujet ne m'a pas quitté. Et quand un éditeur est venu me proposer un livre d'enquête sur les migrants, bah, j'ai accepté tout de suite. Et je me suis dit, si je peux modestement donner un visage à beaucoup de ces personnes, les faire parler, dire pourquoi elles sont parties, et aussi donner la parole à ceux qui sont les autres, qui les accueillent, ou en tout cas qui les voient arriver, et ben, j'aurais fait une part de mon job comme journaliste. Ça, c'était pour vous expliquer d'où je viens, quel est le sens de ma démarche. Ensuite, mon enquête, comme je vous l'ai dit, c'est comment les chrétiens en France vivent cette question migratoire. Quelles sont les initiatives d'accueil qu'ils mettent en place, quelles sont les disputes qui les opposent. On en a eu un petit aperçu aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que donc j'ai fait un petit tour de France. J'ai fait un tour des paroisses, j'ai fait un tour des églises. Je suis allé dans des régions où la crise migratoire est réelle, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui arrivent tout d'un coup, comme à Briançon, dans les Hautes-Alpes, ou dans le Nord, entre Calais et Dunkerque, où là ça fait des années que c'est comme ça, en région parisienne aussi. Ce que je peux dire, c'est que au sein de la communauté chrétienne de France, et toutes les églises confondues, c'est là qu'on trouve la plus grande générosité. C'est là où on trouve des gens qui se donnent mais corps et âme pour ces personnes, qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur énergie, et c'est là qu'il y a la plus grande générosité. En dehors de l'État, en dehors des partis politiques, c'est là où il y a le plus de gratuité. Mais c'est là aussi où il y a aussi le plus d'hostilité. Alors qui n'est pas réparti de la même manière, mais c'est aussi chez les chrétiens qu'on entend un discours construit et théorisé qui est très hostile à leur venue, à leur accueil, à leur présence ici. Donc voilà le petit plan que je voudrais vous proposer, c'est d'abord vous expliquer en quoi les migrants au sein des communautés chrétiennes en France peuvent être une source de tension, voire de division, mais aussi en quoi les migrants permettent en tout cas une générosité sans faille. Donc d'abord une source de tension, cette tension elle est réelle, c'est pour ça qu'on est réunis, parce que les gens se posent des questions. Mon camarade du Secours catholique a cité le dernier sondage de la Croix, qui montre que les catholiques sont divisés, 45% sont plutôt favorables à l'accueil, 33% sont plutôt hostiles, et là où c'est le plus intéressant, 22% sont ambivalents, c'est-à-dire sensibles au discours de l'Église, sensibles à l'idéal de compassion évangélique, et en même temps très apeurés par les conséquences identitaires, culturelles des migrations. Moi, j'avais un autre sondage que je voulais vous partager très rapidement. En fait, il y a un universitaire que vous connaissez peut-être, parce qu'il commence à se faire
à se faire entendre dans le milieu catholique, c'est Yann Raison du Closiou, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, qui a écrit « Qui sont les cathos aujourd'hui ?» catholique lui-même, et en fait qui avait mené, à la demande du groupe de presse Bayard, donc mon employeur, le groupe de presse qui possède à la fois Pèlerin et La Croix, en 2016, ils ont mené une grande enquête avec Ipsos, c'est une enquête interne en fait, pour mieux comprendre les catholiques, quels sont leurs points de vue sur tout un tas de sujets, et lui il avait été chargé de la mener, parce qu'il est, voilà, spécialiste des sondeurs, des enquêtes d'opinion, et lui en fait, il a catégorisé les catholiques, non pas en termes de pratique, c'est ce que font les sondages à la base, pratiquants réguliers, pas pratiquants. Lui, en fait, il a catégorisé les catholiques selon les sensibilités spirituelles. Je m'explique. Par exemple, les conciliaires, c'est la génération du Concile Vatican II, et qui a hérité d'un catholicisme fraternel, humaniste, généreux, social. Les observants, encore une fois, ça c'est le terme qu'il utilise, hein, c'est pas moi. Les observants, ce sont des gens qui, eux, sont très attachés à la messe dominicale, les pratiquants très réguliers, et au respect du dogme. Notamment le dogme sur la famille, sur les normes du catholicisme. Il y a aussi les festifs identitaires, où eux, en fait, eux, ils sont festifs, ils ne pratiquent que pour les grandes fêtes. Noël, Pâques, le mariage, l'enterrement, le baptême. Et c'est la majorité des catholiques en France, en fait. C'est la majorité des catholiques en France, les festifs identitaires, ce qu'ils appellent comme ça. Alors, il y a des petites catégories, les mystiques, voilà, les convertis, et puis il y a les émancipés, et eux, ce sont des gens qui sont croyants, mais qui sont très éloignés de l'institution religieuse. Et alors, lui, dans son enquête, donc c'était en 2016, voilà ce qu'il a vu. 78,6% des conciliaires, donc les gens de la génération du Concile Vatican II, qui votent à la fois à gauche et à droite, disent qu'il faut accueillir les migrants. Les observants, eux, par exemple, ils sont, par contre, 44% d'entre eux voient les migrants comme une menace. Donc là, il y a déjà une division presque de moitié. Les observants votant plus à droite que les autres. Les festifs identitaires, eux, votant à droite, voire à l'extrême droite. 58% d'entre eux, donc ils ne pratiquent que pour les grandes occasions, pensent que les migrants sont une menace aussi. Et les émancipés, qui eux votent à gauche, voire très à gauche, eh ben ça va vous surprendre, les 68% pensent que les migrants sont une menace aussi. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que le clivage, les divisions au sein des catholiques ne recoupent pas forcément les lignes politiques. En fait, c'est très divers, c'est complexe, c'est une question de personnes, c'est une question de région aussi. On aurait tort de dire que ce sont les cathos de droite qui sont contre les migrants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Disons que les catholiques de droite, ça s'exprime plus facilement et plus visiblement, parce que suite à la manif pour tous, c'est eux qui ont, disons, pris le lead du catholicisme visible, du catholicisme militant. Et chez eux, la peur des migrants se mélange avec une peur d'être dépossédé de son propre pays. Les catholiques observants, plutôt à droite, pensent qu'ils sont les héritiers de la France chrétienne, et que cette France leur échappe, parce que la sécularisation, parce que la baisse de la pratique, parce que l'échec de la manif pour tous, parce que l'islam aussi. Un mot sur l'islam, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est ça qui paralyse toute la réflexion. Alors, sur l'islam, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, il y a l'institut de sondage américain, le Pew Research Center, donc c'est en 2012, c'est avant la crise de 2015, mais c'est important quand même. Le Pew Research Center, en 2012, disait que les migrants musulmans en Europe, donc pour l'Union européenne, représentaient 39% des migrants, et 42% étaient des chrétiens. Et ça, en fait, c'est une donnée qui, on n'en a pas parlé depuis ce matin, mais c'est une donnée qui est complètement absente des débats. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui vont dire on a peur des migrants parce qu'ils renforcent l'islam ne savent pas ou ne se rendent pas assez compte que beaucoup de migrants sont chrétiens, notamment toute l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi les Maliens qui sont musulmans, les Guinéens qui sont musulmans, mais le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, ce sont des pays majoritairement chrétiens. Beaucoup d'évangéliques. Je finirai là-dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup de chrétiens. Mais cette peur de l'islam, elle existe bien,
Elle se mélange en fait à d'autres griefs, c'est-à-dire que j'en parle d'autant plus facilement que toute cette semaine j'ai travaillé avec les Gilets jaunes, donc j'étais sur les ronds-points, à rencontrer ces gens qui sont très divers sur le plan social, sur le plan politique, dans les revendications. Mais c'est vrai que la peur de l'islam revenait beaucoup. Et en fait, chez eux, la peur de l'islam, donc c'est la peur du migrant, mais c'est aussi des griefs sur des gens qui sont déjà français, qui sont des Français qui ont fait souche depuis plusieurs générations, à qui ils reprochent des actes de délinquance, ou du terrorisme, ou du salafisme. Et ce sont des Français. Et en fait, dans leur esprit, se mélangent ces citoyens français, musulmans, et les nouveaux venus. Ça, c'est une peur qui est, enfin, disons que c'est une peur et un amalgame qui est très très répandu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des migrants chrétiens, on en parlera. Ce que j'ai constaté, moi, pendant mon enquête, je ne prétends pas avoir une vision très très précise et exhaustive de la situation. Ce que je peux témoigner, c'est que beaucoup des gens qui viennent ici et qui sont musulmans ne sont pas si musulmans que ça. Je m'explique. Ce sont des gens qui viennent de pays musulmans. Mais dans ces pays musulmans, il y a une sécularisation très lente mais réelle en cours. Par exemple, la pratique religieuse en Égypte, c'est surtout l'Égypte qui a été étudiée ces dernières années par les instituts de sondage américains, mais l'Égypte, la pratique a vachement baissé, largement baissé. Je crois qu'elle était de 70% de prières quotidiennes, elle est tombée à 40%. Entre-temps, vous avez les frères musulmans qui sont arrivés au pouvoir et qui ont tellement été extrêmes qu'ils ont été chassés par une dictature qui est l'actuelle, celle du maréchal al-Sisi. Et donc en fait, il y a une lente sécularisation qui est en cours dans les pays du Moyen-Orient à cause de la politique, à cause de l'usage qui est fait de la religion par certains. Et quand ces personnes arrivent en France, parfois effectivement elles se rattachent à la religion parce que c'est ce qui leur reste de leur pays d'origine, mais il y en a beaucoup qui laissent tomber, ou qui n'en gardent qu'une petite trace. Et il y en a aussi qui s'intéressent à ce qui existe ailleurs, notamment le christianisme. Et je peux témoigner de conversion au christianisme parmi les migrants en France. Certes, elles sont pas très nombreuses, certes, elles touchent des populations qui sont assez spécifiques, notamment les Iraniens. Les Iraniens qui sont chiites, donc c'est un islam assez mystique, assez poétique, qui se trouve des atomes crochus avec la tradition chrétienne. Et puis eux qui sont dans un rejet total de l'islam, parce que pour eux, c'est le régime de Téhéran. Pour eux, l'instrumentalisation de l'islam politique, ils n'en peuvent plus. Mais chez les Iraniens, il y a beaucoup de conversions. Chez les Afghans, beaucoup de conversions aussi. Chez les chiites, pas mal. Chiites, afghans. Mais aussi chez quelques Syriens, chez quelques Albanais, chez quelques Africains subsahariens. Notamment, quand j'étais du côté de Gap et de Briançon, il y avait pas mal de migrants subsahariens qui viennent parfois de ménages mixtes, père musulman, mère chrétienne, et ensuite quand ils arrivent en France, ils s'intéressent au christianisme. Donc ça existe, c'est pas marginal, c'est pas massif. Il y a des conversions parfois qui sont motivées par le fait de vouloir s'intégrer, des gens qui se disent c'est l'Europe donc il faut devenir chrétien. On le voit beaucoup en Allemagne et dans les pays scandinaves. Mais il y a des conversions d'adhésion sincère, ça existe. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas le mépriser, ça existe bien. Et je dois insister sur le fait qu'elles n'existent, ces conversions, que quand des lieux où il y a un accueil réel qui est fait. C'est-à-dire que rarement les gens se convertissent parce qu'on leur file la Bible. Les gens se convertissent parce qu'ils voient qu'ils sont aidés, qu'ils sont accueillis, qu'ils sont aimés, que le clivage religieux ne compte pas tant que ça. J'étais récemment en Alsace et il y a un couvent qui sert de sas pour des réinstallés, c'est-à-dire des gens qui ont été sélectionnés en Afrique comme réfugiés et qui arrivent directement en France par avion. On les met dans un centre pendant quelques mois et ensuite on les disperse sur le territoire. Donc ça, c'est un couvent de franciscaines qui a accepté de les accueillir. Et beaucoup de ces Africains, Soudanais, Somaliens, qui sont très musulmans, qui viennent de pays très musulmans, ils se disent « mais c'est pas possible, les chrétiens nous accueillent, hein. Les religieuses en plus ». Voilà. Ça, ce genre d'accueil inconditionnel, très surprenant pour eux, c'est de nature à permettre des conversions, ou en tout cas des discussions et un changement d'approche complet. Ce que j'ai observé chez les... Donc voilà, il y a les griefs qu'on entend souvent chez les catholiques, en tout
cas contre les migrants, c'est la peur de l'islam. Voilà. Il y a aussi une grande, je ne vais pas tout de suite employer le mot, mais en tout cas, il y a une grande défiance vis-à-vis de la parole de l'Église. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que beaucoup de catholiques pratiquants qui se voulaient les défenseurs de l'Église, les plus fidèles, les fils aînés de la parole du fils prodigue, eh ben, ils se mettent à critiquer vertement l'Église, et notamment le pape, en disant mais il est fou, il ne se rend pas compte, c'est un Argentin, donc, histoire de dire il ne comprend pas ce qui se passe en Europe, il est irréaliste, il est irrationnel. Et parfois ça débouche sur de la haine. Enfin, c'est fou, sur Internet, vous avez vous avez une grande violence contre le pape François, contre certains évêques, qui viennent de catholiques bien pratiquants, bien observants, bien fidèles. Moi, j'ai l'impression qu'une partie de l'explication, c'est un rapport malsain vis-à-vis du pape et vis-à-vis de la parole papale. C'est-à-dire qu'il y avait une longue tradition française d'ultramontanisme, c'est-à-dire les catholiques, pris à la gorge par la République, se tournaient toujours vers le pape, comme étant leur dernier recours, leur sauveur, leur parrain. Et ça s'est un peu fait dans les années 70-80, où certains catholiques croyaient ou sentaient ou déploraient que les évêques étaient progressistes, et donc il fallait suivre le pape, et lui, au moins le pape, montrait la ligne, ne transigeait pas. Et vous avez toute une génération qui a été bâtie par Jean-Paul II, par Benoît XVI, et qui buvait ces paroles des papes. Parfois même qui connaissaient plus de citations de ces papes que des versets d'évangile. Parfois les prêtres citaient plus ces papes que l'évangile. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais du coup ça a créé un lien de grande dépendance affective vis-à-vis du pape, et même de dépendance spirituelle, parce que du coup on n'a plus eu l'habitude de réfléchir en dehors du pape. Du coup, quand le pape dit des choses qui heurtent, qui ne sont pas habituelles, en fait, il y a un dépit énorme qui est décuplé. Les gens se disent, mais c'est pas le pape, c'est parce que j'ai pas l'habitude d'entendre ça. S'il ne me renforce pas dans ma foi, c'est qu'alors c'est lui qui est dans l'erreur et pas la mienne. C'est un sentiment diffus, les gens évidemment ne vous diront pas ça, mais moi c'est ce que j'ai constaté. C'est que il y a un rapport vis-à-vis du pape qui est assez malsain chez certains catholiques pratiquants, et notamment les jeunes générations, je me mets dedans, hein, j'ai 27 ans, mais qui sont touchés par le subjectivisme moderne, et donc du coup, on va sur Internet, on prend ce qui nous intéresse, donc là, dans le cas présent, on va voir des évêques qui disent autre chose que le pape, pour se conforter, et on a un rapport très douloureux à l'institution, on ne veut plus l'écouter. Pour moi, cette haine contre le pape, c'est de la papolatrie inversée. C'est-à-dire, à mesure que les gens ont idolâtré la figure papale, par dépit amoureux, presque, en fait, ils se retournent contre elle. Il y a aussi un souci chez les catholiques, c'est que parfois ça tourne au dialogue de sourds. C'est-à-dire que ceux qui vont soutenir un accueil des migrants vont s'appuyer sur la Bible, sur les versets bibliques. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Le Deutéronome, tu ne biaiseras pas avec le droit de l'immigrer. Et ceux qui vont s'y opposer, ils ne vont pas du tout utiliser le texte biblique, au contraire, ils vont s'appuyer sur la doctrine sociale, en tout cas sur des parties de la doctrine sociale, ou sur quelques passages des papes. On en a eu un exemple avec Jacques de Guibon qui disait oui, mais Benoît XVI a dit ça. Et en fait, du coup, les deux camps ne peuvent pas dialoguer puisqu'ils ont le baptême en commun, mais ils n'ont pas le même langage. Certains vont dire oui, la Bible, et d'autres dire non, la doctrine sociale, la subsidiarité, le discours de tel pape ou de tel évêque. Et ça, c'est problématique. Moi, mon espérance, c'est que par des initiatives comme celle-ci, les gens peuvent se rencontrer, peuvent comprendre qu'ils ont un langage différent et ils peuvent dépasser ça. Tout ce que je dis sur ces tensions, ces divisions et ces craintes chez les catholiques, on les retrouve chez les protestants. De manière moins forte, parce que les protestants sont une minorité en France, parce que les protestants sont très marqués dans leur histoire par l'exil, parce qu'après la révocation de l'édit de Nantes, il y a quand même les 3/4 qui ont déguerpi, qui ont été chassés de France. Donc ils sont très sensibles aux thématiques d'accueil, de migration, de réfugiés. Parce que chez les évangéliques, justement, la moitié de leurs fidèles au moins sont des migrants, sont des immigrés notamment africains et antillais. Et puis,
leur rapport à la France et à l'identité de la France est moins clair que chez les catholiques. C'est-à-dire que les catholiques s'identifient comme les dépositaires, les héritiers de l'histoire de France, notamment chez les observants. Les évangéliques et les protestants réformés, c'est moins clair. Ils ont moins ce rapport avec... Certains protestants ont ce rapport avec la République. Ils s'imaginent que la République, c'est... voilà, ils sont très liés à la République qui les a permis de s'émanciper, mais ils n'ont pas le même rapport à l'identité française. Ceci dit, la réalité du terrain m'oblige à dire que chez les protestants réformés, la Fédération protestante de France, l'Église protestante unie de France, il y a un discours favorable à l'accueil qui est parfois un peu à l'extrême. C'est un peu dans l'injonction, c'est un peu too much parfois. La CIMAD notamment, qui est la grande association protestante réformée d'aide aux migrants, parfois elle est un peu jusqu'au boutiste. Parfois elle est un peu dans la désobéissance civile, et à l'entendre parfois, il faut accepter tout le monde, y compris les clandestins. Ça déteint sur les autorités de leurs églises, et du coup à la base, c'est pas forcément bien vécu. Et pour les mêmes raisons que les catholiques, c'est-à-dire peur de l'islam, sentiment de dépossession du pays. Chez les évangéliques, il y a moins ce discours-là. Déjà, ils ne sont pas très structurés, ils sont en cours de structuration. Les évangéliques insistent, c'est tout récent, hein, mais dans les dernières prises de position des évangéliques, du Conseil national des évangéliques de France, qui regroupe la majeure partie des églises évangéliques, ils disent, ok, on accueille le migrant, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'autochtone. Il ne faut pas oublier l'autochtone, la personne qui est là, attention, attention, ils ont même l'Alliance évangélique européenne a même fait une vidéo où en gros, ils disaient, aux migrants, vous ne pouvez pas tout attendre. Enfin, n'attendez pas trop. You can't expect too much. Et il faut que vous soyez conscients de vos droits, de vos devoirs. Pourquoi ce ton chez eux? Je pense que c'est parce que les évangéliques sont à moitié composés de migrants, mais aussi à moitié composés de gens de la France périphérique. Les classes populaires sont massivement déchristianisées. Pour être allé chez les Gilets jaunes, je l'ai bien vu. Mais vous avez une progression des évangéliques chez les classes populaires. Parce que beaucoup de ces gens, les classes populaires blanches, j'entends, beaucoup de ces gens se sentent confusément chrétiens, mais personne ne va les trouver. L'Église catholique s'est retirée physiquement de leur vie, de leur territoire, et les évangéliques sont des gens comme eux, qui vont les trouver, qui vont leur parler, et du coup, qui partagent leurs inquiétudes, et notamment leurs inquiétudes sociales, économiques, et culturel. Donc, chez les évangéliques, vous avez un peu ce discours, attention, il ne faut pas qu'il y en ait trop qui viennent. Malgré toutes ces tensions, ces divisions, parfois fortes, parfois violentes, il y a quand même une générosité sans faille à l'œuvre dans les églises. Et ça, il faut en être conscient. Dès 2015, il y a eu cette parole du pape François, qui préconisait que chaque paroisse d'Europe accueille une famille de réfugiés. Il disait bien réfugiés, parce qu'à l'époque, c'était la crise des réfugiés. C'était des Syriens, des Irakiens, des Afghans, et voilà, ils étaient considérés un peu d'office comme des réfugiés. Et cette parole, en fait, a été très performative, je pense, oui, c'est comme ça qu'on dit. Elle a eu un impact très fort. C'est là qu'il faut relativiser sur ce que je disais, c'est-à-dire les catholiques qui en veulent au pape, qui l'insultent. Il y a quand même un légitimisme très fort chez les catholiques. Et toutes les associations, alors je ne sais pas si c'est pour catholiques, mais en tout cas les jésuites de JRS, les pastorales de migrants diocésaines, ils ont tous noté qu'en 2015, à l'automne 2015, quand François a fait cet appel, ils ont été débordés de demandes. Beaucoup de gens ont dit, il faut se mobiliser, il faut faire quelque chose, il faut ouvrir nos portes. À tel point qu'il y a des endroits où tout le monde s'est mis en branle, mais les migrants ne sont pas venus. Parce que c'était pas un coin où il y en avait, ou parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Et il faut savoir que les migrants, ils visent quand même plus les grandes villes, pas la campagne. Il y a tout un discours un peu, un peu faux, un peu mensonger, qui est de dire on va repeupler les campagnes françaises avec les migrants. C'est pas vrai. Ces gens-là viennent pour trouver du travail, à la campagne, il n'y en a plus. À la campagne, ils sont isolés. Eux, ce qui les intéresse, c'est de retrouver au moins des compatriotes d'origine dans les villes. Où là, au moins, ils ont une assise, ils rencontrent des gens et puis ils s'installent. Donc, c'est pas rare de voir que des migrants qui sont mis à la campagne, en fait, s'échappent
et vont dans les grandes villes. Voire même, ils vont en Angleterre. Notamment les Érythréens, beaucoup vont fuir en Angleterre et ne veulent pas rester en France. Mais en tout cas, dans beaucoup de paroisses, et on a eu ce témoignage des paroisses à Lyon, il y a beaucoup de paroisses qui ont fait quelque chose, qui ont ouvert leurs portes. Que ce soit pour des réfugiés, mais aussi pour d'autres demandeurs d'asile. Le Secours catholique a beaucoup fait, je suis témoin, notamment dans les Hautes-Alpes. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le Secours catholique travaille d'arrache-pied, avec parfois peu de moyens, mais en tout cas, vous abattez beaucoup de travail. Voilà, et le Secours catholique a une expertise dans cette culture de la rencontre, dans ce secours social. Ça, c'est une grande force de l'Église de France. Il y a aussi l'Ordre de Malte, qui travaille beaucoup là-dessus, notamment sur les réfugiés du Moyen-Orient. Il y a aussi quelque chose que je voudrais saluer, c'est JRS, les Jésuites. Moi, je pense que JRS, c'est vraiment une des associations qui a beaucoup d'avenir et qui a compris un peu toutes les problématiques d'immigration. Je m'explique. JRS, c'est le service jésuite des réfugiés, Jesuit Refugee Service. Ça existe depuis les années 80. Ça a été créé au moment de la crise des boîtes people, tous les Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens qui fuyaient les conflits et les dictatures. Et en fait, ils ont développé, c'est assez récent, mais ils ont développé un programme qui s'appelle le programme Welcome, en fait, qui consiste à accueillir un demandeur d'asile dans des familles. Alors, vous me direz, c'est pas très original, mais en fait, c'est très bien pensé. Je ne fais pas de la pub pour JRS, mais je prends le temps d'expliquer parce que je pense qu'ils ont vraiment bien compris toutes les problématiques d'immigration. Ils prennent un demandeur d'asile. C'est quelqu'un qui est engagé dans un processus légal, qui demande l'asile, qui fait une déposition d'asile. Il est logé dans une famille. Les familles sont prises dans un vivier de volontaires, de gens qui se proposent. On leur explique bien ce que ça signifie. Ils se mettent d'accord si la famille veut une femme, un homme. Pour combien de temps? Ça peut être 2 semaines, 1 semaine, 2 mois. Une fois que c'est fait, la personne est mise dans la famille et après elle change. Elle change de famille. Et le but, c'est que le demandeur d'asile va avoir plusieurs familles, plusieurs réalités de la société française, et comme ça, il va avoir une vision un peu globale de la société française. Et surtout, on va pas tomber dans l'écueil où la famille va fusionner avec le migrant, va vouloir le posséder, va vouloir l'adopter. Non, ce sont des personnes qui sont juste de passage sur le chemin du demandeur d'asile. JRS prévoit aussi toute une panoplie de soirées à thème, culturelles, de visites. Alors à Paris, ça se fait beaucoup. En province, je pense que c'est encore embryonnaire. Alors pour les sorties culturelles, oui, mais à Paris, par exemple, ils prennent soin de prendre des demandeurs d'asile et de leur faire visiter le Louvre, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Peut-être qu'à Lyon, ça ne se fait pas encore, ou ça va se faire. Mais le but là aussi, c'est de les intégrer charnellement à la culture française. De leur dire voilà où vous êtes. Et c'est fou. Moi, dans cette enquête, j'ai vu beaucoup de migrants sans papier. Ça fait 5 ans qu'ils sont en France. Ils vivent dans la région parisienne. Ils n'ont jamais vu la Tour Eiffel. Parce qu'ils ne font que travailler, échapper à la police, vivre dans des ghettos. Et là, cette idée de GRS que je trouve lumineuse, c'est justement de leur ouvrir et de leur dire voilà où vous êtes, voilà ce que ça correspond. Évidemment, il y a plein de cours de langue, comme d'autres associations font. Et l'idée, et je pense que c'est l'idée chrétienne, c'est l'idée catholique qu'il faut avoir vis-à-vis du migrant, c'est que GRS finalement se pose pas trop la question, et c'est peut-être une critique que des assos peuvent faire, d'autres assos peuvent faire, GRS se pose pas trop la question de est-ce que cette personne, il faut absolument qu'elle ait ses papiers, ou est-ce que finalement elle sera déboutée et elle va pas rester. Pour eux, l'important, c'est que cette personne, qu'elle reste 5 ans en France, 1 an en France, 2 mois en France, 10 ans, 20 ans, elles vivent en France, c'est qu'elles soient totalement prises de manière holiste, qu'on prenne en compte tous les besoins de la personne, besoins culturels, besoins festifs, besoins linguistiques, et besoins de relations. Et ils se disent, mais peut-être que cette personne, elle va être déboutée, donc du coup elle est plus logée chez des Français, mais elle peut continuer de fréquenter le programme, mais au moins, elle aura vu des gens, elle aura appris, elle aura mangé à la table de Français. Et du coup, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Même s'ils doivent retourner dans leur pays, c'est pas perdu.
Voilà ce qui me semble être, personnellement, la meilleure vision des choses. Ces personnes-là, il faut accepter qu'on n'est pas maître de leur destin, on n'est pas leur sauveur, on ne va pas leur faire obtenir des papiers, absolument, même si on peut les aider pour cela. Il faut accepter d'être juste de passage. Mais quand ils sont là, on est juste de passage dans leur vie, mais quand ils sont là, il faut absolument être dans leur vie, il faut être présent. Il faut prendre en compte toutes leurs aspirations et tous leurs besoins. Voilà ce que je voulais saluer. Je pense que c'est il y a beaucoup d'associations qui font des choses magnifiques, mais celle-là, je pense qu'elle a bien compris l'enjeu de prendre en compte tous les besoins de la personne. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou si j'ai dépassé, mais en tout cas, je terminerai là-dessus. En guise de conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que les églises en France, elles sont partagées et c'est une conséquence de l'incarnation. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens, nous sommes français, nous sommes dépositaires d'une histoire, nous avons nos sensibilités politiques différentes, donc forcément on ne peut pas faire abstraction de tout ça. Et en même temps, il y a cette parole de l'Évangile qui nous meut, qui nous dépasse, et qui est plutôt claire. Donc c'est normal qu'il y ait une tension éthique là-dessus. Et c'est normal qu'il y ait des débats de ce genre. Et ce que je trouve très très dommage, c'est que parfois ça en reste dans l'invective commune. Là, justement, je trouve que ce qui est beau, c'est qu'on n'est pas tombé là-dedans. Que ce soit dans l'injonction moralisatrice qu'il faut accueillir tout de suite, et si on n'accueille pas, on est un salaud, ou il faut les virer, et si on ne veut pas les virer, on est un traître et un collabo. Il faut éviter ça, et pour cela, je ne vois que deux solutions, c'est dialoguer entre nous, et surtout aller à la rencontre de ces personnes. Moi, ça a été mon expérience, j'avais une vision très abstraite, et par principe, j'étais plutôt contre. Plutôt contre l'immigration en général. Parce que ça fait peur, forcément, les gens qui viennent. Mais en allant à la rencontre, c'est pas qu'on change totalement d'avis, mais en tout cas, on étoffe, on épaissit ce qu'on a dans le cœur, et on ne peut pas dire, ce sont des parasites. Ils viennent, ils ont une histoire, ils ont un nom, ils ont une origine, il faut le savoir. Donc moi, tout ce que je peux vous encourager, c'est à votre petit niveau, tout le monde n'est pas appelé à distribuer de la soupe ou à donner des cours de français, mais n'ayez pas peur d'aller voir des gens, d'aller rencontrer ces personnes, et c'est que comme ça que vous aurez une petite idée de qui ils sont et de ce qu'il faut faire. Et il y a plein d'associations pour ça. J'achèverai, et là j'achève vraiment, en disant que les migrants sont déjà parmi nous. Et là je parle des chrétiens. Nos églises en France sont déjà remplacées. Le grand remplacement, c'est-à-dire la théorie d'extrême droite qui dit les migrants vont nous coloniser et vont nous déborder comme peuple, c'est-à-dire qu'on va être remplacés, ça existe déjà dans les églises. Peut-être pas sur la presqu'île lyonnaise, mais dans beaucoup de paroisses, la moitié des fidèles sont des Afro-Antillais. Voilà. Et les prêtres sont un tiers des prêtres actifs, c'est-à-dire les prêtres actifs, c'est les prêtres de moins de 70 ans. Il y a entre 11 000 et 12 000 prêtres en France en tout. Je ne veux pas dire de bêtises, je l'avais noté, mais je crois qu'il y a 7 000 prêtres, je les ai, il y a 7 000 prêtres actifs, du coup. Voilà, 7 000 prêtres diocésains actifs, et 2 000 sont des prêtres africains. Donc un tiers quasiment. Et alors chez les catholiques, voilà, c'est très présent, et chez les évangéliques, c'est encore plus présent. Et c'est pas sans problème, parce que parfois vous avez des églises ethniques, c'est-à-dire des églises où il n'y a que des Noirs, que des Africains, qui sont très dynamiques, très charismatiques, qui convertissent plein de gens, mais qui sont très repliées sur elles-mêmes. Et puis parfois qui ont une théologie un peu bizarre. Voilà, on pourra en discuter, mais c'est pas du tout contre les évangéliques, mais parfois il y a des dérives chez eux qui se trouvent dans ces églises-là. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le christianisme en France, aujourd'hui, il est déjà métissé, et il se nourrit de l'immigration. Qu'on le veuille ou non, c'est déjà un produit de l'immigration. Je ne parlerai pas des chrétiens d'Orient, qui sont environ 150 000, pour les chrétiens d'Orient des églises unies à Rome, maronites, chaldéennes, etc. Ils ont leurs évêques qui sont en France, qui sont membres de la conférence épiscopale. Les orthodoxes, ils sont estimés à 600 000, et c'est quasiment tous des immigrés roumains, beaucoup, russes, serbes, etc. Donc le christianisme,
il se nourrit de cette immigration en France, du christianisme français. Et il se nourrit d'autant plus que dans la population autochtone, ben, il y a plus, voilà, la flamme n'est pas encore là, quoi. Il y a des braises peut-être, il faut souffler dessus, mais on est loin du feu de la Pentecôte. Et je dis ça pour que vous l'ayez en tête. C'est que les chrétiens de demain, bah, ce sont peut-être des migrants. Ou plutôt, les migrants sont peut-être les chrétiens de demain. Et je dis pas ça, je ne sais pas que je le souhaite ou pas, mais il faut le prendre en compte. Donc, les migrants ne sont pas juste voilà, des musulmans et tout, mais c'est aussi peut-être notre voisin de paroisse. Je vous remercie.